Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Pratiquement 8h12 sur Radio Classique. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous dans un instant, mais auparavant, l'édito politique de Monsieur Guillaume Tabar. Guillaume, Gérard Larcher a lu attentivement la lettre d'Emmanuel Macron, comme Benoît Hamon d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Et Gérard Larcher n'est pas content. Ah oui, c'est lui-même qui raconte la scène hier lors de ses vœux. Lorsqu'il a vu en tête-à-tête le chef de l'État lundi, il lui a lancé à la figure « Est-ce que vous voulez la peau du Sénat ?» Et il a prévenu « Je ne me ferai pas berner » dans la bouche de quelqu'un présenté en général comme étant quelqu'un de débonnaire et de cordial. Les mots sont effectivement forts. Alors qu'est-ce qui explique la colère du président du Sénat ? Eh bien c'est effectivement l'une des 35 questions de la lettre d'Emmanuel Macron. Je vous cite cette question. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique et social et environnemental, doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ? Alors, quand on lit cette question, bien a priori, on peut dire que c'est une question de bon sens, qui n'a pas aucune raison de mettre le feu aux poudres. Mais voilà, tout est dans le détail de la formulation. D'abord, Emmanuel Macron a lié le Sénat et le Conseil économique et social et environnemental. Il n'a pas parlé de l'Assemblée. Or, en France, il y a quand même deux assemblées qui ont un rôle législatif, c'est l'Assemblée et le Sénat. Et donc, associer le Sénat, qui sert à faire la loi, et le Conseil économique et social et environnemental, qui lui sert à, je ne sais pas vraiment à quoi, mais en tout cas qui existe, et qui est reconnu dans la Constitution, ça a été reçu comme une provocation par les sénateurs. Et puis, transformer le Sénat, le verbe est important, ça sous-entend qu'il peut y avoir une volonté, effectivement, de changer la nature même du Sénat. Vous savez, comme le général de Gaulle avait essayé de le faire en 1969, comme Lionel Jospin l'avait également sous-entendu en 2000, dans aucun cas ça ne leur avait rendu service, alors que jusqu'à présent, c'est dans ses projets institutionnels, Emmanuel Macron parlait de retoucher à la marge le fonctionnement du Sénat, le rôle des navettes, un peu le mode de scrutin, mais pas de changer fondamentalement le rôle. Or, Gérard Larcher, là-dessus, est très vigilant. Alors, vous allez me dire, on est quand même très loin des questions de pouvoir d'achat ou de questions existentielles qui sont au cœur de cette crise des Gilets jaunes. Certes, mais en même temps, on est aussi au centre de ce débat sur la relation entre le chef de l'État et les corps intermédiaires. On a beaucoup parlé de sa rencontre avec les maires mardi en Normandie et de celle qu'il va faire aujourd'hui dans le Lot. Précisément, il s'agit de retisser ce lien avec les élus locaux. Or, le Sénat représente aussi les collectivités territoriales. C'est ça qui a été mal pris par le président du Sénat. Et puis enfin, si cette grande consultation doit aussi déboucher sur des avancées institutionnelle, eh bien là, Emmanuel Macron aura bien besoin de trouver le Sénat, qui devra voter aussi ses réformes et de manière conforme à l'Assemblée. Ça n'est pas en braquant le Sénat qu'il va y arriver forcément. Guillaume, est-ce que Gérard Larcher n'apparaît pas aujourd'hui à droite comme le principal opposant à Emmanuel Macron ? Écoutez, le statut et puis la personnalité de Gérard Larcher est particulier effectivement au sein du paysage politique, car c'est quelqu'un qui est clairement dans l'opposition. Le Sénat est à droite, il préside donc cette Assemblée, il est lui-même membre des Républicains. En même temps, c'est un homme de dialogue. Vous savez, au point qu'il y a quelques jours, on disait qu'il négociait avec Richard Ferrand et Emmanuel Macron une sorte de gouvernement d'union nationale pour sortir de la crise. Alors, renseignements pris, tout ça, c'était de la pipe pour parler comme Emmanuel Macron, mais il n'empêche que Gérard Larcher a ce profil assez consensuel, mais il n'aime pas que l'on touche aux prérogatives du Sénat, et là, clairement, Emmanuel Macron l'a un peu braqué. Alors là, le chef de l'État lui a donné des assurances qu'il ne voulait pas remettre en cause le bicamérisme, mais vous savez, Gérard Larcher est prudent, il se tient sur ses gardes. Merci Guillaume Tabar, l'édito politique avec vous comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. 8h15, tout de suite mon invité. Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Rebonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous avez lu vous aussi très attentivement la lettre d'Emmanuel Macron et vous avez d'ailleurs décidé de lui répondre hier. Oui, lui répondre parce que d'abord c'est une lettre importante, il ouvre le débat même s'il y a été contraint. Il faut pas oublier que sans ce mouvement des Gilets jaunes et le large soutien qu'il a reçu dans l'opinion publique, il n'y aurait pas eu de débat et le président de la République serait peut-être resté cloîtré dans son palais comme il l'était depuis maintenant quelques mois. Mais ce débat est ouvert et il me semble important, puisque ce débat est ouvert, d'abord de saisir l'occasion de se parler dans la rue, en famille, dans l'entreprise, mais aussi de se parler dans le débat démocratique et politique, parce qu'aujourd'hui on a plus de polémique que de dialogue politique. Pourquoi l'écrit et qu'est-ce que vous lui avez dit, Benoît Hamon ? Mais je lui ai dit d'abord
qu'il me semblait très important qu'il sorte de cette position qui était la sienne souvent, trop souvent, les certitudes. Et j'ai commencé ma lettre ainsi en lui disant que le contraire de la connaissance, ce n'était pas l'ignorance, ce sont souvent les certitudes et qu'il en a trop. Et je le lui ai dit parce que ce que je regrette, c'est qu'au point de départ de ce débat, il pose des lignes rouges qui vont considérablement stériliser certaines questions. Comment est-il possible aujourd'hui de penser l'avenir de nos services publics, la redistribution des richesses si on ne touche pas à la fiscalité ou surtout si on ne pense pas une manière différente de répartir la richesse produite. Parce que c'est l'après, en fait, qui vous fait peur, Benoît Hamon, entre guillemets, parce qu'on va parler, les Français vont s'exprimer, donc ils vont parler de tous les sujets. Ce qui vous inquiète, finalement, c'est l'après-débat. C'est ce qu'on va faire de ces propositions. J'espère surtout qu'elles seront entendues quand elles toucheront à des sujets essentiels comme celui que je viens d'évoquer. Oui. L'argent frais, la redistribution des richesses, le fait qu'on lutte contre des écarts de salaire incroyables et des écarts de richesse qui choquent. Un des points positifs de ce mouvement, c'est que ça faisait des années que finalement il y avait une partie des élites françaises entretenait cette jalousie sociale qui amène quelqu'un qui a un petit salaire à se retourner contre celui qui n'en a pas et qui serait un assisté. Cette fois-ci, la colère, elle s'est ajustée, elle s'est tournée vers le haut. C'est-à-dire vers ceux qui concentrent la richesse, concentrent aussi le pouvoir politique pour leur demander « Mais que faites-vous, vous ? Quel sacrifice consentez-vous ? Au moment de financer la transition écologique, pourquoi nous demandez-vous, à nous qui avons peu, de payer plein pot sur un plein, et pourquoi Total est-il exonéré de sa responsabilité de pollueur? Pourquoi les banques qui financent les grands projets d'extraction fossile ne sont pas responsabilisées? Et je crois que ça, c'est un point positif. Si le président de la République ne va pas chercher, en clair, l'argent frais là où il est, et là où il peut contribuer à transformer notre modèle de développement et servir l'intérêt général, on passe à côté d'une demande fondamentale de ce mouvement, plus de justice sociale. Vous allez, vous, personnellement, participer au débat? Vous allez aller dans une mairie? Vous allez vous exprimer? Non, mais d'abord, j'ai répondu au président de la République. Je lui ai soumis un certain nombre de propositions, parce que ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir quelles solutions on peut mobiliser pour essayer de se sortir de l'ornière collectivement. Mais moi, je n'ai aucun problème à ce que les citoyens s'engagent, les membres de mon mouvement, dans ce débat. Mais vous, personnellement? Je le fais à cette antenne comme partout. J'essaye de participer, en tout cas au débat démocratique. Il ne se résume pas à un exercice dans lequel on va mettre sa contribution sur le site du gouvernement. Pratiquement toutes les oppositions parlent d'enfumage. Vous, c'est quand même beaucoup plus nuancé, beaucoup plus mesuré, si je vous entends bien ce matin. Non, mais je redoute que ce le soit à la fin. Parce que si on ne touche pas à la redistribution des richesses, si on évoquait le rôle du Sénat, alors je vois que Gérard Larcher, soudain, se transforme en gilet jaune dès qu'on parle du Sénat. Bon, il y a d'autres sujets que la question du bicamérisme dans ce pays, notamment quand on parle de l'avenir des institutions. J'observe que le sujet sur lequel le président de la République n'ouvre pas le débat. Que Gérard Larcher défende le Sénat, c'est pas complètement job, mais bon, c'est que le seul sujet qui énerve un sénateur aujourd'hui, c'est le Sénat, où on l'entend un peu plus haut que d'habitude. Mais ce que je reviens au président de la République. Et l'affaire Benalla, éventuellement, on va y revenir. Oui, peut-être. La question que le président de la République n'évoque pas concernant l'avenir des institutions, c'est son propre rôle. C'est le rôle du président de la République dans les institutions de la Ve République qui l'amène par l'impunité qui caractérise la fonction du président de la République, par cette forme d'irresponsabilité au sens où on n'est plus responsable devant personne sauf le peuple 5 ans après son élection, on se retrouve dans une situation où, voilà, la nation confie à un seul ou une seule, mais ça a toujours été un homme. C'est pas la responsabilité, pardonnez-moi, d'Emmanuel Macron, c'est ça depuis la Ve République. Oui, mais est-ce qu'on voit pas que la démocratie est asphyxiée aujourd'hui, qu'elle ne fonctionne plus et que le génie d'un seul ne résout rien? On a aujourd'hui pas de croissance, toujours le même niveau de chômage, les inégalités. Donc très concrètement, président par exemple, après président, ça n'a jamais changé. Sur le référendum d'initiative citoyenne, vous êtes pour? Pendant l'élection présidentielle, je défendais le 49.3 citoyen. Le 49.3 citoyen, c'était la possibilité pour 1% du corps électoral de saisir le Parlement et de l'obliger à examiner un texte ou d'obtenir qu'un texte soit voté par référendum. Donc moi, je suis favorable à la possibilité pour les citoyens de reprendre du pouvoir par le référendum d'initiative citoyenne. Encore faut-il l'encadrer. Moi, j'ai jamais dit, lors de l'élection présidentielle, que tous les sujets étaient ouverts. Aucun droit garanti par des traités internationaux signés par la France, ne pourrait être remis en cause par ce référendum d'initiative citoyenne. Ça me paraît être une évidence. On va pas faire une respiration démocratique pour qu'à la fin, on ait moins de liberté et moins de droits. Mais pour autant, je pense que cette question du 49.3 citoyen, comme je l'appelais, ou du référendum d'initiative citoyenne, elle ne suffira pas à finalement redémocratiser la République. Ce dont on manque,
c'est de l'assurance ou de la garantie que les citoyens ont un véritable pouvoir, en plus du fait de mettre tous les 5 ans un bulletin de vote dans l'urne pour choisir le meilleur d'entre eux. L'affaire Benalla, l'ex-conseiller de l'Élysée est une nouvelle fois en garde à vue. C'est une affaire d'État pour vous? Ou pas? Non, j'hésiterais à dire affaire d'État. Ça caractérise ce sentiment d'impunité, de toute puissance qui existait dans l'entourage du président de la République et qui, à mon avis, relève de son propre comportement à lui, d'abord, d'avoir laissé cela se développer. Après, je note que il est mis en garde à vue, qu'il pourrait faire l'objet d'une information judiciaire ou d'une mise en examen à la suite, et que du coup la commission d'enquête sénatoriale ne pourra pas l'entendre, en tout cas sur les faits sur lesquels elle voulait l'entendre, puisque dès lors que ces faits-là feraient l'objet d'une enquête judiciaire. Vous ne croyez pas vraiment au hasard dans cette histoire? Non, je crois guère au hasard dans ce genre de situation. Maintenant, c'est pas ce qu'il va dire aux policiers. Oui, mais bon, honnêtement, je pense que il y a, pardon de le dire comme ça, mais il y a plus important que Benalla en ce moment, quoi. Alors justement, peut-être plus important pour vous, c'est l'unité de la gauche. Vous allez mener votre liste aux européennes. Vous vous faites taper dessus depuis 24 heures, notamment par Martine Aubry, qui appelle à l'unité, qui dit finalement il faut essayer de s'unir avec Jadot, avec Olivier Faure. Elle dit ce n'est pas le problème, c'est pas d'avoir sa bobine en tête de liste. Qu'est-ce que vous répondez à Martine Aubry qui parle d'unité? Et c'est vrai qu'on est quand même très mal parti pour les gens qui sont à gauche. Ils voient encore une multiplication des listes. Écoutez, Martine Aubry, je crois, comme beaucoup, elle est attachée à l'Europe. Elle est attachée à la construction européenne, et même si j'imagine qu'elle est, comme moi, très déçue par ce que fait l'Europe aujourd'hui, elle ne veut pas jeter l'Europe avec le libéralisme. On peut vouloir contester les politiques libérales sans jeter le contenant, c'est-à-dire l'Europe. Une fois ceci dit, je note quoi? On ne reconstruira pas une offre politique claire à gauche sur la confusion stratégique. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez une social-démocratie européenne qui co-gouverne, co-gère au niveau du Conseil, comme elle l'a fait au niveau du Parlement européen, comme elle le fait parfois dans un certain nombre d'États membres, co-gère avec la droite européenne l'Europe, pour des résultats qui sont des résultats mauvais. De surcroît, la social-démocratie européenne s'est choisie comme candidat à la présidence de la Commission, un libéral à tout crin qui défend les politiques d'austérité, qui sera son candidat. Donc, le cap stratégique, elle l'a fixé. Moi, je pense aujourd'hui que ce cap-là est mauvais et qu'il faut redonner à la gauche européenne un sens sur la transition écologique, l'harmonisation fiscale, la volonté de mobiliser les instruments de politique monétaire en direction du pouvoir d'achat des ménages européens, toute chose que ne défend pas aujourd'hui la social-démocratie dès lors qu'elle se choisit un champion libéral. Martine Aubry, là, elle parle de la gauche en France. Vous parlez de la gauche européenne. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est une élection européenne. Je suis d'accord avec vous. Mais enfin, on va beaucoup parler de la France. Là, ce qu'elle dit, après, vous pouvez ne pas être d'accord avec elle. Elle dit, en gros, se joue la survie de la gauche française. Mais je pense que la survie de la gauche française. D'abord, moi, je ne confonds pas la gauche et les appareils. Et je ne ferai pas une liste de partis paniqués, stressés à l'idée de ne pas passer le cap de la prochaine élection. Ce que je veux faire, c'est une liste des combats de la gauche, dans la clarté, c'est-à-dire des questions que nous voulons mettre au cœur du débat en France, mais européen, sur la question des solidarités en Europe, sur la transition écologique, comment mobilise-t-on le continent européen pour interdire le glyphosate, interdire les perturbateurs endocriniens, basculer vers un modèle de développement plus propre, ils sont pas un peu perdus, les sympathisants, les gens qui ont toujours voté à gauche, ils voient une liste Hamon, une liste Jadot, une liste socialiste, une liste communiste aux européennes. Il y aura... Je veux le dire avec beaucoup de sincérité, s'il n'y a pas de clarté sur la stratégie et sur le programme, si on fait une liste de bobines justement, juste pour que chacun sauve sa peau, ça n'a aucun sens. Nous n'apporterons aucun élément nouveau à cette absence totale de crédibilité de la gauche qui, quand vous la regardez aujourd'hui, mais quelles sont les solutions dont on nous parle? Parce que moi j'écoute ce que dit le Parti Socialiste, mais quelles solutions met-il sur la table? De quoi parle-t-on? Moi, quand j'évoque les débats sur les retraites, je dis par exemple, il faut financer les retraites par une taxe sur les robots, en gros la valeur ajoutée créée par les entreprises, parce qu'il y a de moins en moins de salariés, donc moins en moins de gens qui contribuent au financement des retraites. Quand j'évoque la question du pouvoir d'achat, j'avais mis en débat la question du revenu universel, parce que je pense que nous n'aurons plus de plein emploi, et que à partir du moment où il n'y a pas de négociation salariale, que les salaires n'augmentent pas, il faut poser la question
d'un complément au salaire par le revenu universel. Qui parle aujourd'hui d'une stratégie en matière de transition écologique qui s'appuierait sur un traité de l'énergie qui solidariserait la Pologne et la France et l'Espagne autour des approvisionnements, du mix énergétique, du renouvelable? Nous mettons des solutions au débat. Et demain, je le dis, moi je me positionnerai en faveur d'un impôt sur la fortune européen. Et la question des migrants, c'est un gros mot pour la gauche ou pas? Pas pour moi. Ouais. Et j'ai observé qui était sur la digue. Au moment où ces migrants étaient mis en cause, au moment où la France fermait ses portes, ils n'étaient pas nombreux, les femmes et les hommes de gauche. Il y avait des ONG, il y avait des associatifs, il y avait des figures emblématiques de ce combat-là, comme Cédric Herrou, mais ils n'étaient pas nombreux, les responsables politiques. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, il faut regarder la réalité en face. Sur les politiques migratoires, sommes-nous d'accord avec le Parti socialiste et avec le Parti social-démocrate européen? Je ne le suis pas sûr. En tout cas, pas au regard du bilan du dernier quinquennat. Alors peut-être que, et je vais faire une ouverture là-dessus, si le Parti socialiste dit, effectivement, le groupe dans lequel nous avons milité, le Parti socialiste européen, est inefficace, sa stratégie a été stérile, nous le quitterons. Et nous n'irons pas demain dans un groupe qui est un groupe qui pourrait travailler avec la droite. Donc, s'il décidait sur les projets politiques notamment sur la question migratoire, mais d'autres, de prendre une ligne qui est une ligne claire, on pourrait discuter, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie, écoutez, de passer l'éponge et de considérer que voilà, il y a eu une mauvaise élection. On fait comme si c'était rien passé pendant le dernier quinquennat. On dit pas un mot de François Hollande et on continue comme avant. Alors une dernière question. Vous êtes crédité de 2,5% dans un sondage qui vient d'être publié justement sur ces européennes. Quel est pour vous le score que vous souhaitez faire et qu'est-ce que vous pensez justement de ces 2,5% après vos 6% à la présidentielle? Il nous reste 10 secondes. Ouais, mais c'est Génération qui est crédité. Génération, c'est le mouvement que j'ai créé qui est à cette étape. C'est vous la tête de liste. Inconnue. Non, oui, mais pas dans le sondage, pas tel qu'elle est notée. Donc, pour l'instant, les Français ne le savent même pas que je suis tête de liste. Franchement, je suis pas inquiet. Nous serons, et je le dis, la liste de gauche. Parce que nous n'avons abandonné ni les valeurs, ni les idées, ni les programmes de gauche. La liste de gauche aux élections européennes, pro-européenne et écologiste, ce sera l'alliance citoyenne que je porterai. Et Mélenchon n'est plus la gauche. Mais Jean-Luc, Mélenchon lui dit lui-même. Il veut unifier le peuple contre l'oligarchie. Il pense que le clivage droite-gauche, ça n'en est plus. Une partie de la social-démocratie gouverne avec Macron. Les Verts reviennent à une époque où ils considéraient que ni la droite ni la gauche, ou la droite et la gauche pouvaient être acceptables. Mais il faut bien qu'il y ait une liste de gauche. Et bien cette alliance citoyenne, qui sera faite des combats de la gauche, nous la porterons et je m'y engagerai. Merci Benoît Hamon d'avoir été mon invité ce matin, le fondateur du mouvement Génération, l'invité de Radio Classique.